Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Déguerpissement en vue des maraîchers de la zone 12 aux abords de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ils sont sommés de quitter les lieux à la date du 31 décembre prochain. Ces derniers exigent leur indemnisation avant de partir. Ceux de Lendeng sont aussi en colère. Ils s'insurgent contre la transformation de leur périmètre maraîcher en zone d'habitation. Ils ont interpellé le chef de l'État pour que leur localité soit laissée en zone agricole. Vers une paralysie des collectivités locales, les travailleurs ont déposé un préavis de grève. Ils dénoncent les conditions des travailleurs et la mise en œuvre de la fonction publique locale. Et puis la prestation XXL de Youssou N'Dour hier à Bercy. La mythique salle parisienne s'est avérée petite pour contenir les fans du leader du Super Étoile. Les temps forts à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Inquiétude chez les maraîchers situés à la zone 12 aux abords de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. À la date du 31 décembre 2017, ils sont tenus de quitter le site qui doit être aménagé pour ce qui est plutôt du dédommagement. Il semble y avoir incompréhension entre la société responsable de l'aménagement et les maraîchers. À ce propos, nous écoutons les explications de leur porte-parole Aliou Ngom au micro de Aminata Mbaresso. On nous a demandé de quitter les lieux avec deux dédommagements. Mais il s'est trouvé qu'il y a quelques-uns qu'on n'a pas payé encore. On a dit maintenant c'est en mois de décembre qu'on va quitter les lieux. Je me suis dit d'accord. Moi je suis d'accord avec vous qu'on quitte les lieux parce que la terre ne nous appartient pas. Même s'il n'y avait pas de dédommagement, nous, on allait quitter. D'après l'enseignement, ce qu'on leur a dit, ça fait moins de 3 millions. Mais lui, en personne, une fois, il m'a dit qu'on a débloqué 5 millions. Mais moi, je ne connais pas combien qu'on a débloqué. C'est Sokabek. C'est Sokabek qui doit aménager pour le compte de l'IPRES. C'est pour le compte de l'IPRES. C'est ce que nous a dit. Étant donné qu'on a commencé à donner des gens, parce que moi, en personne, on m'a donné 350 000, je peux le dire. On m'a donné ça. Il y a d'autres qu'on a donné 50 000. Presque les femmes l'ont donné. Réunis, tout ça réuni. Si tu calcules là, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça ne fait pas 3 millions. Les maraîchers de Lendeng sont également en colère contre la transformation de leur périmètre maraîcher en zone d'habitation. Ils interpellent le chef de l'État. Ces maraîchers souhaitent que leur localité demeure zone agricole. Les détails dans cette correspondance signée Ousseinou Thiam et Bira Diagne. Les maraîchers de Lendeng sont très en colère contre les autorités municipales de la commune de Rufisque-Est. À l'origine de leur courroux, leur périmètre maraîcher sous la menace d'un projet de lotissement à usage d'habitation. Nous sommes mobilisés aussi pour déplorer l'attitude du maire Albendoy qui veut détruire cette immense richesse économique et environnementale pour implanter ici, je ne sais pas, un projet de lotissement pour des habitations inopportunes. Nous produisons les meilleurs légumes du monde là. Parce que ces légumes-là peuvent rester 5 jours, 6 jours sans se détériorer. Donc même le label, même tous les autres banabans des autres régions, ils utilisent le label Lendeng pour pouvoir vendre leurs marchandises. À détruire Lendeng, ils risquent de détruire des milliers de vies. Je ne parle pas non seulement des producteurs, mais les banabana, les journalières, les sourgues, les charrutiers, toute une population. Donc des milliers de personnes dépendent de Lendeng de 56 hectares. Dépités par ce projet qui va transformer leurs champs en ciment et béton, ces maraîchers et vendeuses de légumes interpellent les autorités, dont le chef de l'État. Nous interpellons son Excellence M. Macky Sall. Il avait déclaré que Lendeng est une zone non édificante lors des conseils des ministres décentralisés. Donc c'est déplorable. Bon, je lance un appel aussi à M. Albendoy pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Pour qu'il sache que nous ne sommes pas ses adversaires. Nous ne sommes pas ses ennemis. Nous sommes ses frères, nous sommes ses parents. Je demande à ses amis de le conseiller pour qu'il retire ce projet-là.
Seul poumon vert de la ville de Rufisque, le chiffre d'affaires annuel de l'Endeng est estimé à 1,5 milliard selon les 162 producteurs établis sur le site. Raison pour laquelle ces maraîchers veulent que la zone reste à usage agricole. Parlons environnement toujours. Comment sauver la réserve de Ndiaye, vaste de 46 550 hectares, située dans le département de Dagana. Cette réserve figure depuis 1977 sur la liste des zones humides d'importance internationale. Depuis 1990, la réserve est inscrite dans le registre des zones rouges, une situation que l'État du Sénégal veut changer à travers des programmes. Là-dessus, nous écoutons les explications de Racine Kane, chef de mission de l'UICN au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Le registre de Montreux où figure l'ensemble des zones humides d'importance internationale qui sont en danger. L'idée a été depuis lors, à vrai dire, de prendre des mesures correctives qui permettaient de sortir le Ndiayel de ce registre de Montreux, des sites en danger. Et ce n'est que maintenant, il y a 3 ans, qu'avec l'appui de la Banque africaine de développement dans le cadre du préfet-LAD et surtout la mobilisation de l'État du Sénégal et de ses partenaires, dont l'UICN, que ce processus a été enclenché. La réserve du Ndiayel commence à recevoir de l'eau grâce à cette action qui a été menée, mais en conséquence également à enregistrer une présence de plus en plus importante d'oiseaux. Et nous avons bon espoir qu'avec ces 2 paramètres-là, la commission Ramsar, qui va envoyer bientôt une délégation ou une mission consultative, va avoir à sa disposition les éléments qui permettront d'envisager de façon sereine et positive la sortie du Ndiayel du registre de Montreux. Je vous l'annonçais dans les titres, les travailleurs des collectivités locales ont déposé un préavis de grève sur la table des autorités et cela pour dénoncer les conditions de travail et la mise en œuvre de la fonction publique locale. Amadou Khouma, secrétaire général du syndicat des travailleurs et ses camarades ont tenu ce matin leur 12e congrès ordinaire sous le thème « Rôle et place des syndicats dans la fonction publique locale ». Les détails dans cet élément signé Al-Hassan Ba et Modou Diop. Ils en reparlent et ils y tiennent. La mise en œuvre de la fonction publique locale. Amadou Khouma et compagnie sont d'avis que le changement de tutelle au ministère des collectivités locales a ralenti la faisabilité. Cela aussi freine en grande partie la finalisation de ce dossier. Nous avons aussi eu à constater qu'au niveau du ministère de la gouvernance locale et de l'aménagement du territoire, les ressources humaines nécessaires pour pouvoir finaliser ce dossier n'y sont pas. Il y a aussi quand même un mépris, si on peut le qualifier ainsi, de la part de l'État par rapport à cette fonction publique locale. Jusque-là, aucune rencontre avec le chef de l'État ou le chef du gouvernement. Les travailleurs des collectivités locales comptent battre le macadam. Un préavis de grève est déjà déposé. Il y a de cela peut-être 72 heures. Donc, nous sommes pour la négociation, nous sommes pour le dialogue, mais que ça soit fondé sur la sincérité et la vérité. Cette lenteur dans la finalisation nous préoccupe au premier degré. Et il ne faudrait pas aussi que ce pays-là puisse être installé dans une certaine instabilité d'ordre social. Ça aussi, nous n'en voulons pas. L'acte 3 de la décentralisation indexé, selon le chargé des revendications de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales, l'acte a fragilisé les travailleurs. Parce qu'avec l'acte 3, le gouvernement a pris des décrets qui devaient faire en sorte que les travailleurs qui étaient au niveau des villes devaient aller directement dans leurs communes. Des redéploiements qui n'ont été faits qu'en tenant compte uniquement de l'environnement géographique. Au niveau de Kaolack, il y a eu des travailleurs qui ont ces problèmes. Les travailleurs même finalement ont attaqué ça à la justice. Et la justice leur a donné gain de cause. Pour montrer encore une nouvelle fois la fragilisation de ces travailleurs au niveau de ces collectifs. Parce que comment un ministre peut venir recruter quelques 71 travailleurs alors qu'en laissant en rade des travailleurs qui étaient là au niveau de ces collectivités. Pour montrer que comment on fragilise ces travailleurs. L'acte 3, c'est une volonté politique qui est en train d'être déroulée. Mais l'acte 3 n'est pas totalement parfait. Mais pour ce qui nous concerne, nous, acteurs clés
qui ont été oubliés, ça aussi c'est notre point de vue, qui ont été oubliés au moment aussi de cette prise de décision, ça pose problème. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous ne sommes nullement représentés ailleurs. Il y a le Haut Conseil de collectivité territoriale. Aucun travailleur n'y siège. Trop de dysfonctionnements notés dans différentes communes. Il faut que cela cesse, souligne Amadou Khouman, qui parle de justice sociale. Alassane Ba, le maire de Pikine, était ce matin au parc Lambaye, ravagé par un incendie ce vendredi. Il a constaté de visu les dégâts avant d'annoncer une réunion ce mardi avec le gouverneur de Dakar, Abdoulaye Timbo, que je vous propose d'écouter au micro de Chertidiane Dion. Mais dès le vendredi, quand j'ai su ce malheur qui s'est abattu sur le parc, je suis revenu samedi, hier, et j'ai tenu ce matin à être là, présidé par le gouverneur de la région de Dakar, avec l'ensemble des services administratifs ainsi que les services de la ville de Pikine et le maire lui-même. Moi-même, je serai présent à cette réunion-là, et ainsi aussi que les responsables, personnes morales du parc de Lambaye. Nous serons tous en là. Après cette réunion, on va voir ce qui est le plus urgent et ce qui est mieux pour le parc, mais ce qui est mieux pour l'ensemble des populations qui chaque jour se réveillent, passent leur journée, travaillent dans ce parc-là, essaient de gagner leur vie dans ce parc. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est mettre ce qu'il faut pour que de tels événements ne se répètent plus. Ça pourrait commencer par d'abord élargir les rues, parce que vous avez vu l'étroitesse de ces rues-là, qui ne permettent pas l'accès, même des sapeurs-pompiers, quand il y a un sinistre tel que celui que nous avons connu le vendredi. Donc à ce niveau-là, tout cela va être passé en revue. Et une fois qu'on aura terminé cette réunion, je pense que les décisions qui vont être prises en relation avec l'administration centrale seront évidemment prises. Et puis après chaque drame au Sénégal, des recommandations s'en suivent sans que cela ne soit respecté, ce qui fait que les problèmes demeurent entiers, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Fatou Bintou Kanté et Mohamed Dia. Toutes mesures ont été prises par le gouvernement lors d'événements majeurs, surtout accidentels. Des mesures prises à l'instant ou au moment des faits, mais pas de suivi. Première fois, le Mali devait amener. Donc, il y a très longtemps. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État avait pris des mesures concernant les accidents. Les encombrements de la voie publique à Dakar en faisaient partie. Même les autres travails dans le public avaient fait l'objet de recommandations, mais malheureusement pas de suivi. Ce qui fait dire à ce citoyen qu'avec l'incendie du parc de Lambaye d'hier, si les mesures prises lors des incendies passés avaient été respectées, n'en serait pas arrivé à ce niveau. Bon, vraiment, ce fait qu'on est mesures, nous si on avait respecté les mesures et que l'État avait aussi joué son rôle dans le suivi de ces recommandations, on n'en serait pas là avec cet incendie au parc Lambaye. J'étais sur place, mais les pompiers avaient tous les problèmes du monde pour accéder au lieu. À l'État de respecter le suivi de ces recommandations, il va de leur crédibilité. Si on prend des mesures, il faut croire. Il ne faut pas parler juste pour se faire entendre. Il faut suivre les décisions, c'est très important. Jusqu'au bout. C'est une décision. Nous suivons cette décision. Vous faites qu'un temps, ñu mooy mu mel ne dañoo ragal li ñuy def tamit ñu leeral ko dëgg. Aussi aux citoyens d'observer les mesures prises par l'État. Mais les populations aussi doivent respecter les décisions prises par le gouvernement. Cela y va de leur intérêt. Le manque de suivi des recommandations de l'État le plus souvent engendre des conséquences fâcheuses pour la population. Ces dernières aussi sont têtes à ne pas les respecter. Fatou Bintou Kanté, le binôme contrôle-sanction, c'est ce que prône le docteur Martar Faye, directeur de la prévention routière pour diminuer les accidents de la route. Il a organisé ce matin une randonnée pédestre pour sensibiliser les usagers de la route, occasion d'interpeller l'État pour renforcer les sanctions. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Cette randonnée, il faut le dire, est organisée sous le signe de la compassion et de la prévention. C'est-à-dire se souvenir des victimes d'accidents, qu'ils soient morts ou blessés, mais également organiser cette randonnée qui regroupe beaucoup de monde
et en profiter pour lancer un message. Donc c'était lancer un message en direction des automobilistes, mais également de tous les usagers, pour leur parler de l'ampleur des dégâts, qu'ils soient dégâts matériels, corporels, mais également dégâts émotionnels. Donc il faut absolument que les usagers changent. Parce qu'au Sénégal, 651 morts, c'est beaucoup. Pour une population de 14 millions d'habitants, avec un parc qui dépasse même pas 600 000 véhicules, je pense que ça c'est trop. Donc là, on lance un appel donc, aux usagers pour leur demander de changer de comportement, pour leur demander d'avoir un comportement beaucoup plus responsable sur la route. Parce qu'il y a trop de morts, trop de blessés et ça coûte énormément cher. Donc il faut absolument que les gens reviennent à la raison, mais aussi il faut que l'État également mette la main à la pâte en sanctionnant. Parce que des accidents, c'est vrai, il y en a, on fait de la sensibilisation, mais malgré ça, il y a des accidents. Il y a donc une composante qui ne fonctionne pas très bien, c'est la composante sanction ou contrôle-sanction. Et il faut que ce levier-là soit actionné par l'État. En mode politique à présent, avec les députés de la diaspora face à la problématique de leur participation au débat à l'Assemblée nationale. Les technologies de l'information et de la communication devraient être mises à profit pour marquer leur présence. Ils ont échangé sur la question avec des membres de l'APR. Cheikh Anta Diop, Mamadou Gueye. Nous sommes des Sénégalais, donc on va siéger ici. Mais d'ici peu, vous allez voir, le chef de l'État va mettre à la disposition des parlementaires des moyens. Et tu peux même rester en Gambie et faire ton travail de député en direct de l'Assemblée nationale. Donc, c'est problème. En tant que député, je ne cautionne pas la malversation. Si on te confie de l'argent du contribuable, tu as l'obligation de rendre compte. Nous sommes président de la République, nous sommes et si tu dis que tu ne peux pas dénoncer des personnes, c'est ton choix. Mais la loi reste la loi. Voilà, et puis je vous le disais, Youssou N'Dour hier à Remusla, à Bercy, la salle parisienne a refusé du monde. Plusieurs artistes ont pris part à la fête. On peut citer Akon, Fally Ipupa, entre autres. Vous avez suivi les temps forts de cet élément dans l'édition en Wolof avec notre correspondant à Paris, Ibrahima Kamara. Bercy, en fait, c'était hier. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.